En manchette ce soir, difficile d'identifier les donneurs d'organes dans la région. L'Abitibi-Témiscamingue affiche le plus bas taux de référence au Québec. Le système actuel, là, il repose sur des bases qui sont solides, mais qui sont vraiment fragmentées. Après un incendie, l'église de Macamic veut se remettre sur pied. Et le projet du Mont-Nickel à Launay devrait jouer un rôle de premier plan pour la filière batterie. Bon début de soirée. Merci de vous joindre à nous pour le TVA 18h. Pour commencer, il est complexe d'identifier des donneurs d'organes dans la région, même que l'Abitibi-Témiscamingue a le plus bas taux de référence au Québec. Et on parle de référence quand un centre hospitalier appelle Transplant Québec pour signaler un potentiel don d'organes de la part d'un patient qui se trouve proche de la mort. On écoute donc la directrice générale de Transplant Québec. L'Abitibi-Témiscamingue est au dernier rang des régions du Québec quand on parle de référence de référence. On parle de 2 pour 100 000 habitants. Premièrement, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'être au dernier rang et comment on peut régler d'une certaine façon cette situation-là pour pointer un meilleur score, peut-être, je veux dire ça comme ça, mais... Oui. Puis je comprends, dans le fond, vos questions, puis peut-être le désarroi là, d'être au dernier rang. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'aime avoir la vraie photo, pas photoshopée, parce que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer, puis on peut prendre des mesures pour justement faire en sorte qu'on s'améliore. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que c'est très fluctuant sur une année par rapport aux régions. Puis le système actuel, là, il repose sur des bases qui sont solides, mais qui sont vraiment fragmentées. Il y a des disparités régionales qui sont là en matière de référencement, mais aussi pour plusieurs raisons, entre autres l'accès aux soins, le niveau de spécialisation des différentes organisations, des différents hôpitaux, puis la complexité aussi administrative en lien avec le registre de consentement. Tous ces facteurs-là, ça limite l'efficacité en région. Puis des fois, ça peut être plus accentué que d'autres. Il y a le fait aussi qu'il y a des gens qui sont attitrés dans certains centres, dans d'autres, c'est pas tout à fait ça. Alors, ça aussi, ça fait en sorte que il y a une disparité régionale. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'améliorer. Hein? La formation, l'augmentation des ressources humaines dans les centres périphériques, ça nous permettrait de faire en sorte qu'on augmente l'efficacité des donneurs. Puis ça, on y travaille. Il y a aussi des réalités hospitalières, dépendamment des régions. Ça, c'est un petit peu plus difficile à travailler parce que c'est la nature même des centres hospitaliers qui sont en région. Mais il y a des approches qui sont qui doivent être adaptées. Ça peut pas être un one size fits all. On peut pas dire qu'est-ce qui se passe à Montréal, puis les façons de faire à Montréal devraient être parachutées un peu partout. Il faut qu'il y ait un goût local. Et il faut qu'il y ait une flaveur, en anglais on dit un flavor, là, je sais pas, mais c'est un goût hein, différent, qui soit adapté aux régions. Et ça, on y travaille également. Puis, il y a des besoins en ressources. Ça aussi, c'est quelque chose que Transplant Québec travaille et planche dessus. Puis le projet de loi, entre autres, c'est une des choses qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on ait des ressources qui soient attitrés à Transplant Québec, qui travaillent avec les régions pour faire en sorte qu'on ait capté le plus possible le nombre de donneurs de référence en région comme partout ailleurs. Après un incendie à la fin du mois de janvier, l'église à Macamic tend bien que mal de se relever et d'importants défis se pointent, notamment pour l'argent nécessaire à sa réfection. Olivier Morin nous explique. Voici à quoi ressemble l'intérieur de l'église à Macamic. L'important incendie ayant débuté au sous-sol a causé d'importants dégâts, notamment du mobilier et des objets religieux. On a actuellement une quarantaine de personnes qui travaillent Ils ont commencé à matin le nettoyage comme tel. La semaine passée, comme vous pouvez voir en arrière, il y a la moitié des bancs qui ont été enlevés, nettoyés, placés dans un conteneur en arrière de l'église. Maintenant, l'autre partie ici, là, elle va être gardée en stand-by pour être capable de faire le nettoyage parce qu'il faut le nettoyer jusqu'au plafond. La fabrique Saint-Jean de Macamic qui administre l'église planche déjà sur la restauration du bâtiment mais doit assumer des coûts importants. Pour y parvenir, une campagne de sociofinancement a été mise en place sur la plateforme GoFundMe. Les travaux sont en grande partie couverts par les assurances.
Par contre, on sait que lorsqu'on a des travaux de rénovation ou de construction, il y a tout le temps des petits problèmes là, qui surviennent à toute heure et moment. Fait que nous, on espère être capable de récupérer autour de 50 000 $ pour couvrir les imprévus comme tels là, qui sont à prévoir. Le président de la fabrique, Daniel Rancourt, est d'avis que l'Église prend une place importante au sein de la municipalité. C'est un lieu de culte, c'est un lieu où le rassemblement dominical se fait régulièrement. On a aussi un jubé, on a un orgue Casavant de très belle qualité. Et là, on se demande comment on va s'en sortir avec la réparation de ça. Là. Parce qu'eux autres, ils ont été, comme on dit, boucanés à toute épreuve. Là. La municipalité perd également l'endroit où elle aménage les bureaux de vote pour les élections. Avec l'approche d'un scrutin au fédéral et au municipal, un autre endroit devra probablement être trouvé. Au moment où on se parle, nous, notre Église seule sert aux élections provinciales ou fédérales. Donc, les bureaux de la MRC se font au sol de l'Église pour la préparation des élections comme telles. Fait que là, on sait qu'on est sur le bord d'avoir des élections fédérales et il y avait déjà un processus de location de l'espace. Maintenant, là, on ne sera pas capable de le faire. Il est impossible pour la fabrique de déterminer à quel moment les travaux de réfection de l'Église pourront débuter. D'ici là, les bénévoles comptent sur la générosité du public. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Macamic. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous important de maintenir le patrimoine dans votre municipalité? » Vous avez répondu oui à 80 %. L'entreprise Dumont Nickel présente son nouveau projet sur la transition énergétique. Il pourrait jouer un rôle de premier plan pour la filière batterie. Un reportage d'Alexis Dumont. Le nouveau projet Dumont Nickel devrait avoir des retombées économiques majeures pour la région. C'est un gros projet pour l'Abitibi. C'est un projet, nous, ce qu'on veut dire, c'est structurant. Donc, capital investi initial à l'origine, 2,5 milliards. Il y a une expansion de près d'1 milliard. Donc, on parle d'à peu près 3,3 milliards d'investissements en capital. La raison est notamment due au fait que le nickel est une ressource importante. À l'extérieur de l'Indonésie et de la Chine, les pays de l'OCDE, avec le projet Dumont Nickel et les mines existantes de Raglan et Canadian Royalties, le Québec serait le premier producteur de nickel là, pour tous les pays de l'OCDE. Donc, ça leur donnerait un levier politique et géopolitique important dans des futures négociations. Le projet aura aussi une valeur ajoutée très favorable à 25 cents le kilowattheure. C'est vraiment cohérent avec ce que désire le gouvernement du Québec. Et puis après ça, bien, c'est sûr qu'il faut tenir compte aussi de la rareté de l'électricité. Donc, c'est pour ça qu'on est venu vraiment exprimer un ratio de valeur ajoutée par kilowattheure. Dire, bien, est-ce que c'est une bonne utilisation de l'électricité, considérant qu'elle est limitée? Alors là, la réponse, elle était oui. Donc, pour tous ces facteurs-là, vous excuserez ma longue réponse, c'est exactement le genre de produit, le genre de projet qu'on veut pour le Québec. Dumont Nickel affirme qu'il sera l'un des projets miniers avec l'empreinte carbone la plus faible et planche aussi vers la création de nombreux emplois dont certaines tâches pourront être automatisées. Avec la production qu'on fait de nickel, qui est environ 42 000 tonnes annuellement, on va être un des projets, tout projet confondu, minier, mais surtout dans le nickel, qui va avoir la plus petite empreinte carbone. On va aller vers des camions autonomes qui sont en quelque sorte robotisés et à place d'avoir un opérateur sur chaque camion, d'avoir moins de personnes, mais une salle de contrôle où ce que les gens vont être bien formés, bien éduqués et ce qu'on va pouvoir contrôler l'environnement, en fin de compte meilleur pour la santé et sécurité de ces personnes-là pour notre opération. L'entreprise fait d'ailleurs actuellement une tournée régionale dans le but de présenter son projet. Elle sera à Rouyn-Noranda demain, puis en Abitibi-Ouest vers la fin de la semaine. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Au palais de justice de Rouyn-Noranda, c'était la deuxième journée du procès de James Testa qui répond à 33 chefs d'accusation. Félix Blaquière a suivi l'audience d'aujourd'hui. Le même individu que lundi, dont son identité est protégée, a témoigné mardi au palais de justice de Rouyn-Noranda.
C'est quelqu'un qui a habité sous le toit de James Testa pendant un certain temps. La présumée victime a étayé en avant-midi des défis parfois sordides auxquels lui et certaines autres personnes vivant chez l'accusé auraient été forcés de prendre part, généralement lorsqu'ils perdaient à des parties de jeux vidéo. Les défis auraient été inoffensifs au départ, mais se seraient transformés en des actes sexuels à plusieurs reprises. Le témoin raconte qu'il y avait de la pression d'exécuter les défis. Il raconte même que certains auraient agrippé des individus pour les forcer parce que le consentement n'aurait pas toujours été présent. Une personne vivant sous le toit de M. Testa aurait, par exemple, été forcée de se mettre du beurre d'arachide sur ses parties génitales et ensuite d'avoir un chien qui lui liche l'entrejambe. Le témoin raconte qu'il aurait été forcé de rentrer un godemiché dans le rectum d'un autre résident et de se le faire insérer également. 2 autres résidents auraient été forcés de se rentrer un rasoir électrique recouvert d'un condom tour à tour dans le rectum. James Testa aurait été présent pour les 10 défis et il aurait approuvé chacun d'eux. En après-midi, le témoin a dit qu'il aurait été mal perçu par l'accusé et d'autres gens dans la maison de prendre contact avec d'autres gens de l'extérieur. Le témoin aurait par exemple été découragé par M. Testa de voir un membre de sa famille. Des échanges audio entre la présumée victime et le membre de sa famille en question ont notamment été entendus en cours où M. Testa aurait dicté au témoin quoi dire. Les audiences se poursuivent demain et s'étaleront possiblement jusqu'au 12 mai prochain à raison de 4 blocs d'une semaine. Félix Blacquière, RNC Nouvelles. Et on revient sur l'incendie qui a complètement ravagé le dépanneur de Kitsakik il y a près d'1 an, en avril 2024. Eh bien, la Sûreté du Québec a appréhendé dans les derniers jours un suspect, Terry Papati. L'homme dans la vingtaine a comparu hier sous divers chefs d'accusation en lien avec l'incendie. Les policiers avaient mené une enquête alors que la thèse de l'incendie criminel n'avait pas été écartée. Complètement ailleurs maintenant, à l'approche du dépôt du budget de Québec 2025-2026, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Val-d'Or ont déposé leur mémoire au ministre des Finances. Elles demandent de réduire la dépendance au marché américain en mettant en place des initiatives de promotion de l'achat québécois, mais aussi de renforcer la position concurrentielle des entreprises, comme ramener l'impôt québécoise sur les revenus à 10 % pour le rapprocher des taux dans la majorité des États américains. Le gouvernement devrait aussi, selon eux, renoncer à hausser les tarifs d'électricité pour les entreprises. Selon un récent sondage de la FCCQ, 1 entreprise sur 3 craint pour sa survie. On continue du côté de Val-d'Or. La Ville a signé la déclaration commune du réseau Solidarité Itinérance Québec lors de son conseil de ville hier soir. Une déclaration qui est née à la suite des 4e États généraux de l'itinérance où des élus municipaux et des organismes valdoriens étaient allés en novembre dernier. La municipalité insiste plus particulièrement sur le droit au logement, sur des pratiques respectueuses envers les personnes itinérantes et un juste financement des ressources. C'est qu'on appuie la déclaration faite par les organismes, puis les différentes entités là, municipales aussi, qu'il faut changer l'approche par rapport à l'itinérance. On doit donc renverser la tendance. Puis on appuie aussi là, toutes les revendications qui sont faites par rapport au fait que c'est une question qui doit être résolue de façon collective. Tous les acteurs doivent participer. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le regroupement d'entraide des personnes à cité sociale de Rouyn-Noranda prépare son premier souper-concert bénéfice. Et pour l'occasion, un artiste de blues classé dans le top 10 du Billboard présentera un spectacle. On en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. IA Groupe Financier, agence Centre Abitibi à Amos, a déménagé dans des nouveaux locaux plus modernes et plus spacieux. Leur équipe composée de 16 personnes travailleront dans un espace plus adapté aux nouvelles technologies. Cet investissement majeur reflète le développement de l'agence qui est en pleine croissance. Plusieurs nouveaux postes ont été créés. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Justine, le regroupement d'entraide des personnes assistées sociales de Rouyn-Noranda prépare son premier souper-concert bénéfice. Par les productions Noran Blues et il aura lieu le 12 avril prochain au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. C'est aussi le retour pour une 21e édition du spectacle Le Show de Noran Blues et pour l'occasion, ils reçoivent le guitariste canadien J.W. Jones. Vous pouvez vous procurer vos billets chez Musique Mignot à Rouyn-Noranda. Ça va vraiment être une soirée conviviale pour se retrouver entre amis, en famille et surtout où la musique sera à l'honneur. C'est la 21e édition du Noran Blues de Show. Par contre, c'est ma première collaboration avec le regroupement d'entraide des personnes assistées sociales de Rouyn-Noranda. Donc, ça va aider à financer l'organisme qui en aide aux gens plus à revenus modestes et à favoriser l'intégration sociale. C'était un peu une retrouvaille entre les gens qui se connaissent aussi. C'est un événement festif et aussi la musique, un spectacle énergique. Et il y aura beaucoup de plaisir, tout en ayant l'occasion de pouvoir rencontrer nos amis. Le spectacle accueillera le chanteur et guitariste canadien J.W. Jones, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je laisse André vous en dire plus sur cet artiste qui risque de vous charmer le 12 avril prochain. Un artiste que j'ai eu l'honneur d'accueillir en 2002 à mon deuxième événement. Il s'agit de J.W. Jones, encensé par la critique Buddy Guy, est classé dans le top 10 Billboard et aussi a gagné l'IBC, l'International Blues Challenge à Memphis en 2020, meilleur guitariste, et aussi encensé par le Rolling Stone Magazine. Et son dernier album est en collaboration avec Jimmy Vaughan, le frère de Stevie Ray Vaughan. C'est un artiste d'envergure internationale. Il fait des spectacles dans plus de 23 pays. Puis, on a le bonheur de l'avoir pour le premier souper bénéfice de l'organisme de repas. N'hésitez pas à aller vous procurer des billets chez Musique Mignot à Rouyn-Noranda au coût de 150 $ pour ce souper-concert qui risque d'être très plaisant. Un souper-spectacle, c'est toujours super le fun à faire avec notre gang d'amis. Ouais, rien de mieux qu'un bon souper, de la bonne musique. Merci Justine, à tout à l'heure pour la météo. Pour la première fois en plus de 50 ans, l'équipe de curling des Gaillards du Cégep régional ira représenter le Québec au championnat canadien collégial. Restez avec nous, on vous présente une partie de l'équipe après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Pour la première fois en plus de 50 ans, l'équipe de curling des Gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ira représenter le Québec au championnat canadien collégial. Alexandre, vous avez rencontré l'équipe et à quelques jours du départ, on peut dire que l'excitation est à son comble. Oh que oui, Kémilia. Les gars partent samedi pour l'Alberta à Lethbridge pour disputer ce qui sera certainement leur plus gros tournoi de l'année. Et cette année, c'était la première année d'existence de l'équipe de curling affiliée aux Gaillards. L'équipe du Cégep de Rouyn-Noranda joue dans le réseau collégial québécois du RSEQ, mais elle est présentement la seule équipe dans le circuit, donc la seule à représenter le Québec aux Canadiens. Quelles sont les attentes des gars à l'approche du championnat canadien? Comment se porte la relève du curling dans la région? Et est-ce que l'initiative des Gaillards a fonctionné et fera des petits à travers le Québec? Voici mon reportage. De représenter son cégep, son mouvement sportif de notre région aussi. On est vraiment fiers de pouvoir représenter notre cégep à ce championnat canadien-là. Oui, l'excitation est à son comble. Pour Maël et Adam, une participation au championnat canadien collégial représente un nouveau défi dans un niveau de jeu des plus élevés. Personnellement, je m'attends environ au même niveau que le junior au Québec, peut-être un peu plus fort. Je suis pas certain, mais la chose qui est sûre, c'est que le calibre va être élevé puis que ça va être des gros matchs. Mais en jouant des bonnes parties, je pense qu'on peut advenir à un très bon résultat. C'est pour ça que je suis venu en Abitibi. Pour l'entraîneur Patrick Bédard, cette nouvelle affiliation avec le Cégep pourrait rapporter gros pour le développement du sport. C'est une super belle visibilité, puis ça fait en sorte qu'il y en a plus de juniors, des petits, des minis qui voient les gars progresser sur le circuit canadien, sur le circuit québécois, puis ça fait en sorte que ça amène plein de jeunes, autant ici à Rouyn, mais partout en région, Val-d'Or, Amos, La Sarre, que ça développe les jeunes à venir jouer. C'est un beau rêve. On le voit aussi du côté des filles, avec il y en a qui aimeraient ça avoir le logo des Astrelles sur leurs équipements, fait que c'est vraiment une belle progression qui s'en vient en région.
Être la seule équipe du réseau collégial a permis au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue de s'imposer cette année en tant que précurseur. Dès l'an prochain, on s'attend à voir d'autres équipes intégrer le réseau collégial. L'an prochain, on s'attend à ce qu'il y ait 2-3 équipes là, qui vont s'ajouter pour peut-être avoir un circuit là, qu'on va pouvoir officialiser un peu plus là, sur le réseau québécois. C'est surtout pour aller au championnat canadien, dans l'espoir aussi que le curling soit un sport au RSEQ aussi. Même si c'est les mêmes équipes qu'on jouerait contre sur le circuit junior, jouer contre eux dans l'ambiance du collégial, ça serait vraiment génial. Ce serait vraiment une grande fierté. J'aimerais vraiment ça. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours? Eh bien, c'est de la neige, Kémélia. Pas des grosses bordées de neige, mais juste un petit peu par-ci, par-là, de temps en temps. Pour ce soir et cette nuit, là, ça va être une toute petite accumulation de 2 cm qui va avoir lieu par endroit, mais on s'attend quand même à de la neige intermittente partout en région. Et aussi, le refroidissement éolien va être très froid au courant de la nuit. On frôle le moins 30. J'ai vu des gens courir tout à l'heure. Je les trouvais courageux parce que le petit vent, là, il fesse pas mal dans le visage. Demain, ce qui nous attend partout en Abitibi-Témiscamingue, c'est encore une fois un petit peu de neige intermittente avec un petit 2 cm de neige par endroit. Un refroidissement éolien de moins 27 le matin et de moins 19 en après-midi, encore une fois partout en région. Et pour jeudi, c'est des nuages qu'on va avoir. Là, c'est fini la neige et on va avoir un maximum de moins 13. C'est certain qu'on n'a pas eu de grosses tempêtes comme le reste du Québec dans les derniers jours, mais la neige se construit de petit à petit, de jour en jour. Merci, Justine. En terminant, la ville d'Amos lance une première consultation citoyenne pour le renouvellement de la politique familiale et des aînés. Donc, si vous êtes citoyen d'Amos, vous pouvez vous exprimer sur différents aspects. Tout est disponible sur la plateforme Amos et moi. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain. Bonne soirée.